côté spirit, y a des problèmes. Il y a des problèmes dans ce podcast. Ah, ça va, tu pouvais avoir la réponse. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Oui, comme peut le constater Adrien, ça a commencé. On nous a dit que c'était impossible de faire ce podcast avant le petit-déj. Genre, on a la tête dure. Adrien, ça va la pêche ? Ouais, ça va. Un petit peu Natacha, fatigué la pêche encore. Oui, complètement. Flavie, la pêche ? J'ai faim. Voilà, il se trouve que nous sommes avant le petit-déj et que nous allons donc prendre un petit déjeuner copieux. Il y a des croissants. Tu veux du kouign-amann d'ailleurs ? Il y a Qui du veut du kouign-amann. kouign-amann ? Oui, moi, J'ai bien du Il y a kouign-amann. du pain. J'ai il y a des plein de gâteaux, il y a des gâteaux, plein Et de donc gâteaux. Il faudra verser aujourd'hui, le thé tout à l'heure. pour ce petit déjeuner un peu spécial, nous allons vous parler du la fameuse théorie de Ron Edwards, le truc impossible avant le petit déjeuner. Alors c'est tellement impossible avant le petit déjeuner que moi déjà j'ai envie de commencer à prendre quelque chose là. Attends, faut verser le thé aussi. Alors, première part de pour. Tu veux bien tenir le micro au-dessus, à côté Si tu veux. Ramenez vos assiettes. Attends. Ouais, moi je veux Romaric, bien- assiette. Ouais, je veux bien un peu de kouign-amann, merci. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Un petit croissant peut-être. Donc, Romaric, est-ce que tu pourrais nous rappeler la définition de ce problème avant le petit-déj ? D'où ça vient déjà, historiquement, tout ça ? Alors, déjà, donc selon un article du PTG-PTB que j'ai pu lire il y a maintenant très très longtemps, il semblerait que le truc impossible avant le petit-déj, ça vienne de la forge en fait, de Ron Edwards. Il parle, Merci pour le kouign-amann. qui fait référence en fait De rien. dans cette. Attends, parce que si tu parles dans le micro comme ça, on t'entendra pas, Adrien. Ah, Il faut d'accord, vraiment bon, que mais ce je vais, soit- ouais. Attends, peut-être prendre un truc, tu vois, comme moi là, faire un support. Voilà, comme ça, ce sera bien. Comme ça, Voilà. je peux parler tout en faisant autre chose. Exactement. Donc le truc, je disais quoi déjà, putain. Que ça venait de la forge. La forge La forge sera avec toi après le petit déjeuner, mais avant c'est un peu dur. Ouais, là, c'est Alors bon. là, je pense que c'est l'essence Non, attends. même du truc avant le petit déj. C'est Ouais. que avant le petit déj, c'est dur Donc, de faire quelque chose. le principe de cette truc. Alors déjà, il fait référence, il faut savoir, à Lewis Carroll, d'accord. Voilà, Parce on va que- commencer par ça. on va Important de commencer par- préciser. C'est que Ron Edwards dit en gros qu'il existe quelque chose d'impossible que la plupart des rôlistes tiennent pour vrai. En fait, un paradoxe. Ouais, absolument, un paradoxe, tout à fait, Adrien. Et je suis en train de rechercher, c'est que massivement, on croit que le maître de jeu a le contrôle de l'histoire et que les joueurs ont le contrôle de leurs personnages qui sont eux-mêmes au centre de l'histoire. C'est-à-dire que d'un côté, ce serait le maître de jeu qui aurait le contrôle de l'histoire, et de l'autre côté, en face, les joueurs auraient le contrôle des personnages qui seraient au centre de l'histoire. Mais comment, dans ces cas-là, pourrait-il avoir le contrôle de l'histoire si les joueurs au centre de l'histoire contrôlent leur personnage ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si vraiment les joueurs contrôlaient des personnages centraux dans l'histoire, L'histoire se plierait autour des personnages et pas l'inverse. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, Ron Edwards appelle ça le truc impossible avant le petit-déj, en référence donc à Lewis Carroll, qui faisait dire je crois que c'est à sa reine de cœur, qui lui faisait dire que je crois elle dit à Alice, la reine dit à Alice, à votre âge, je m'y entraînais chaque jour pendant 1h30. Ainsi, parfois, je parvenais à croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Et c'est une référence à cette citation d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, voilà, c'est un exercice de la reine qui s'entraîne à penser chaque matin 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Voilà, mais on peut aussi quelque part reconnaître la citation des tontons flingueurs, le côté, voilà quoi, j'ai connu une polonaise qui en buvait au petit déjeuner. Cette idée que le petit déjeuner serait un moment clé de la journée pour faire des choses compliquées, difficiles. Genre, je fais ça, moi, tous les jours au petit déjeuner. C'est aussi une expression qu'on emploie, nous, ici en France, pour dire, bah voilà,
pour moi, c'est assez simple de faire ça. Enfin voilà. Et je pense que C'est du quotidien et c'est le moment où on n'est pas forcément très en forme. Et, voilà, c'est ça. Et on n'a pas eu beaucoup de temps depuis le lever du soleil. Donc. Bon, là, je vais vous laisser parler un peu. Alors, est-ce que vous avez eu la sensation, soit en tant que joueur, soit en tant que MJ, de connaître ce fameux paradoxe du truc impossible avant le petit-déj? Moi, quand j'ai commencé à être MJ, ouais. Moi, ça a d'ailleurs été le premier scénar que j'ai fait. Je me rappelle très bien que je me suis posé la question parce que j'avais fait mes plans pour tous les donjons, pour ce qu'on allait visiter sous la terre, dans l'anima, j'avais fait tout ça. Ouais. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'avais monté une super histoire. Hein. Mais comment j'allais faire pour la faire vivre à mes PJ? Parce que vous avez fait une théière? Ah, il faut qu'il faut lui donner du thé. Elle est là. Donc il est en train d'infuser. Et donc je me suis dit, mais maintenant que ma super histoire elle est là, comment je fais pour la faire vivre à mes PJ? Parce que mes PJ ils vont avoir envie de faire des trucs eux aussi, et ils vont peut-être pas avoir envie de vivre la même chose que ce que moi j'ai prévu. Donc en fait j'avais fait un truc hyper directif, mais vraiment, genre non passez pas par là, passez par là. Vous n'avez pas le choix, vous devez passer par la gauche. Et au final, c'était une chouette histoire, hein, mais mes PJ se sont grave fait chier. Ouais. Alors. C'est le bordel ce podcast parce qu'il faut faire semblant de genre d'être attentif alors qu'en fait on prend le petit déj. Hein. Bon, alors moi je vais rebondir du coup aussitôt. Et donc en général, moi quand je parle, Adrien, quand je présente MJ joueurs, les rôles pour des débutants ou pour en général plutôt pour des débutants, je dis pas que le MJ a le contrôle sur l'histoire. Pour moi, je dis les joueurs ont le contrôle sur les personnages qu'ils jouent et le MJ a le contrôle sur le reste. Déjà, ça me permet d'avoir ce petit flou en plus. Et de pas dire explicitement que le MJ a le contrôle de l'histoire. alors ça c'est exactement la façon dont moi perso je présente aussi les choses. Ouais. Ensuite, en pratique, c'est effectivement vrai que le MJ a quand même un contrôle supérieur qui peut se retrouver des fois conflictuel avec ce que veulent faire les personnages. Je peux donner par exemple mon grand problème à moi, mon très grand problème, c'est que je suis incapable de faire jouer un scénario du commerce la plupart du temps parce que je vais donner un petit exemple. C'est un prophétie, donc un jeu de fantasy, d'heroic fantasy assez classique, mais très sympa. Enfin, l'univers est très riche, le système est assez adapté au jeu, tout ça. Bon, il a quelques défauts, mais c'est pas trop le sujet là. Et donc, un jour, j'ai mêlé à ma campagne que je faisais jouer depuis déjà quelques mois à mes joueurs, un scénar du commerce parce qu'il permettait d'introduire une évolution dans l'histoire du jeu, donc je trouvais ça sympa. Et ce scénar commence dans une ville où les joueurs sont témoins d'un vieux qui se fait agresser, qui est mourant dans une ruelle. Et le scénario ne le dit pas, mais il part du principe que les joueurs vont aller voir le vieux et l'aider. Or, ce n'est pas ce qui s'est pas déroulé. Or, j'ai un joueur qui a vu le vieux et qui a fait non, mais c'est une ruelle sombre, on risque de se faire attaquer à nouveau si on va là-bas, enfin de se faire attaquer, on va peut-être avoir un souci. Non, mais des petits vieux qui meurent dans les rues, il y en a plein quoi, il y a des clochards, tout ça, on va pas y aller. Vous avez tous les jours des vieux qui meurent, Braddock. Je mets les pieds où je veux, little vieux. On s'est retrouvé dans une scène qui me dérange moi en tant que MJ, c'est la scène où les joueurs se sont dit, bon, lui, ce joueur n'a pas remarqué que c'était la scène d'intro du scénar, où il avait peut-être fait exprès, peu importe. C'est que les autres joueurs ont dit, mais attends, c'est la suite du scénario, on va y aller. Et le problème, c'est que du coup, c'est le moment qui brise complètement l'immersion, où les joueurs ne font plus ce qu'ils veulent, mais font ce qu'il faut résoudre le scénario. Alors après, ça correspond peut-être à ce qu'ils veulent faire, mais le problème, c'est que ça, on peut jamais vraiment le savoir, et donc c'est une situation qui peut être assez problématique. Donc en fait, toi, en tant que maître de jeu, si je comprends bien, Adrien, tu ne prévois pas d'histoire en tant que MJ. Alors, si, je peux prévoir une histoire, mais l'histoire, je vais pas la prévoir. Par exemple, ils doivent aller aider. Si tu prévois une histoire, c'est déjà foutu. C'est-à-dire que tu tombes dans le truc impossible dans le petit-déj. Ah oui et non, parce que ensuite, je suis toujours. Quand je suis auteur de mes propres scénarios, j'ai une plus grande vision de ce que j'attends, de ce que j'ai comme objectif, de ce que les joueurs vont pouvoir ou non, ne pas pouvoir faire. Et du coup, quand un joueur me dit, sort des bornes que j'avais prévues, j'ai plus facilement en tête l'ensemble des choses qui existent dans ce scénario, et du coup, je vais pouvoir rebondir plus facilement, soit pour les renvoyer dans le droit chemin, soit pour aller partir dans la direction qu'ils veulent explorer. Ouais, moi je sais pas, je pense pas, personne l'a vraiment résolu, mais moi du coup pour éviter ça, je crée un background, mais je crée pas une histoire à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a la situation de départ, puis je vais voir ce que font mes PJ dedans.
Et puis je vais réagir à ce qu'ils font. Alors le truc, c'est de prévoir à l'avance, par contre, des petites énigmes, des petits machins, pour pouvoir leur en poser quand ils seront, par exemple, devant une porte ou des trucs comme ça. Mais Tu prévois ton scénario en bac à sable pour éviter Exactement. le truc impossible, hein, le petit déj. Ouais. Mais donc du coup, c'est les joueurs qui contrôlent l'histoire dans un bac à sable. Soyons clairs. Parce que Alors- même si les personnages ont été préparés à l'avance, c'est les joueurs qui décident de l'ordre d'exposition de leur apparition dans l'histoire, c'est les joueurs qui décident de leurs interactions avec eux. Donc là, tu tombes pas dans le truc impossible avant le alors, petit déj. on tombe pas, oui et non. C'est-à-dire que on va suivre leurs envies à eux. C'est-à-dire qu'on se retrouvera jamais avec le oh mais vous êtes pas allé à droite. Mais bon bah il y a quand même le bac à sable qui est là. Donc à un moment ou à un autre, si je veux faire mourir un empereur ou un truc comme ça et que ça ait des répercussions, ils vont quand même se retrouver dans la merde parce que je ferai apparaître une révolution ou des choses comme ça. C'est la quoi. question que j'allais poser parce que ça a l'air d'être une bonne solution a priori, mais est-ce qu'on se retrouve pas avec le problème de quand on a quand même des passages obligés d'un scénario ou quand on est en campagne des PNJ importants qui font des actions importantes. Alors c'est l'avantage, c'est que moi en fait j'aime pas jouer beaucoup les PJ. J'aime pas beaucoup jouer les PJ importants ni rien en fait. Moi j'aime bien Les PNJ, tu veux regarder dire. les PNJ importants. Moi j'aime bien regarder c'est dur le J'aime pas petit jouer les déjeuner. PJ importants. J'aime pas jouer à la place de mes joueurs, c'est vrai. Non mais je suis quelqu'un qui est assez effacé en fait en tant qu'MJ. Moi je regarde mes PJ faire de la merde. Et je trouve ça super. Donc en fait, généralement, je leur demande d'être assez actifs, c'est-à-dire ils vont avoir des histoires d'amour. Ça va être eux en fait les héros. C'est-à-dire que même s'il y a un grand empereur ou un machin, à terme, ils vont être amenés en fait à devenir cette personne-là. Ils vont être amenés à diriger le grand pays ou donc du coup en fait c'est plus moi je suis très très adepte de l'anti-héros ou du héros qui sait pas qui va en devenir un. Ils démarrent, ils sont tout pourris et puis à la fin c'est eux qui dirigent le monde quoi. Ouais, je viens de retrouver la citation exacte de Ron Edwards, qui est « Le maître de jeu a contrôle complet de l'histoire, et les joueurs ont le contrôle complet de leurs personnages, qui sont les personnages principaux de l'histoire. » Donc voilà, là, voilà la dénomination exacte, enfin la terminologie exacte employée. Donc moi, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Flavie, mes scénarios, en général, quand je les prépare, les personnages des joueurs vont être au centre, mais ils sont pas les seuls. Hein. C'est qu'en général, j'ai... à tes souhaits, Rome. Ah, Ça, c'est vache. délicat. Ça vient du fond du cœur, ça. Et donc, mon scénario, ça va être non seulement une situation de départ, des lieux, des personnages, mais ça va être aussi les objectifs de certains personnages. Donc, par exemple, s'il y a un empereur, s'il va y avoir son maître espion qui veut le trahir. Et donc, moi, mes personnages ont ces objectifs. C'est quelque chose que j'ai retrouvé, par exemple, dans Démiurge aussi, de Frédéric Sintès, où lui, il le pose donc au début dans un canevas, où il explique donc clairement les objectifs de chacun des personnages, les secrets, etc. Donc moi, je l'avais pas formalisé, mais en gros, c'est ce que j'avais en tête à chaque fois que je faisais un scénario. Et typiquement, par exemple, si j'ai un maître espion qui veut assassiner l'empereur et que les joueurs vont se retrouver mêlés à ça, que les joueurs fassent ou non leurs actions, au bout d'un moment, je vais décider que soit ils ont suffisamment fait de trucs pour empêcher le problème d'arriver, soit ils sont un peu touchés la nouille et ils ont fait leurs trucs dans leur coin et du coup l'empereur va mourir, il va y avoir un autre problème qui va surgir. Et donc moi ça me sert en tant qu'MJ, je suis là pour relancer des nouvelles problématiques, leur en mettre dans la gueule à un moment où il y a un petit ventre mou. En gros, je leur pose un problème, ils vont tourner autour. S'ils le résolvent, je leur mets autre chose dans les dents que j'ai prévu vaguement à l'avance ou pas, ou que je fais en rebondissant, et etc., etc. Je peux prendre un gâteau, Flavie ? du moment vas-y, où oui. c'est toi qui décides du moment où le truc doit arriver ou pas. Alors, il y en a certains, par exemple, Non, je veux dire, c'est pas un événementier genre à telle heure il va se passer telle chose. Non, s'ils non, sont non. pas là, ils vont. non. Alors, je peux avoir décidé d'une heure. Par exemple, si je veux un moment de tension, je vais leur dire explicitement dans la fiction, dans une heure, les Anglais attaquent. Vous avez une heure pour préparer les fortifications, j'en sais rien, faire vos trucs, et dans une heure, les Anglais attaquent. Et du coup, c'est un moyen de mettre une tension, mais c'est pas, enfin, je vais pas le garder secret. Enfin, je vais pas garder une durée précise secrète, hein, parce que du coup, ça vient rompre le rythme de jeu. Les joueurs peuvent être en mode réflexion, parce que il leur faut du temps pour penser leur plan. Ils sont pas tout à fait leur personnage, donc c'est pas évident d'y penser à la volée. Et si tout d'un coup je les interromps en disant ah ça y est c'est trop tard ils arrivent, c'est un peu abusé de mes prérogatives j'estime. D'accord. Alors dans
parmi les réponses en fait au truc impossible avant le petit-déj, Ron Edwards distingue plusieurs méthodes qui ont été utilisées par les maîtres de jeu, les meneurs de jeu pour pallier à ce problème du truc Alors, 2 ans de impossible. Flavie, tu pourrais me passer le pain et la confiture de mangue, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Tiens, prends le pain. Et est-ce Moi, je te qu'on donne a la des, confiture de est-ce qu'on mangue. a des serviettes Comment j'ai la bouche toute dégueulasse. Moi, je toute m'essuie crasse. sur la nappe à chaque fois. Ah oui, c'est pas con ça. Bah, ça fait très repas d'ancien temps. Effectivement. Donc, quelles sont les solutions qui ont été proposées Attends, j'avais envie de manger. Ah, pardon. Mais c'est toi qui as la tablette. Alors donc le premier style de maîtrise courant connu, c'est celui qu'on appelle l'illusionnisme, qui consiste en fait à ce que le MJ garde le contrôle de l'histoire en faisant croire à chacun des personnages de ses joueurs ou à chacun de ses joueurs qu'ils ont le contrôle, sauf qu'en fait à chaque fois le MJ va chercher à les orienter vers l'histoire qu'il souhaite raconter. En fait, il va les aiguiller indirectement. Mais est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est simplement parce que moi je sais qu'en tant que joueuse, on le sent très rapidement quand il y a un scénario préécrit et qu'on n'est plus que dans l'illusionnisme justement. Voilà. Ah, ça dépend. En fait, ça Le dépend. truc, c'est que les ça joueurs dépend à n'ont quel aucun point. impact. Un truc très important pour l'illusionnisme, c'est que à terme, de toute façon, les joueurs n'ont aucun impact sur l'histoire. C'est-à-dire que peu importe les actions qu'ils vont effectuer, de toute façon, ils n'ont aucun impact sur l'histoire qui va se dérouler. Et effectivement, elle est considérée que cette méthode, cette réponse est considérée comme non fonctionnelle, parce qu'il suffit qu'un joueur se rende compte du fait que justement l'histoire avance Malgré eux. sans prendre en considération ce qu'il fait, pour que Alors après, ça casse pas forcément la dynamique. T'as déjà vécu des parties illusionnistes ou Oui, alors enfin moi je l'ai déjà ressenti comme ça, mais bon, on a joué le jeu parce que l'histoire était sympa et donc du coup j'ai pas fait la remarque, j'ai pas dit bon bah c'est dans le scénario donc on va y aller. Tu parles de sens là, bien sûr. Non. Ah bon? Je parle. Non mais je veux pas citer parce que je veux pas que le MJ se sente blessé donc. D'accord. Ok. Et, C'était Adrien, je pense. c'est possible. Bah, déjà, dans ce sens, je sais clairement que je fais de l'illusionnisme dans plein de situations. On en a parlé dans un podcast sur Sens. Bon. En fait, ce problème d'illusionnisme, ça va à nouveau dépendre de à quel point le MJ a prévu une structure rigide dans son scénario. Parce que si la structure c'est il faut qu'il parle à tel personnage, puis à tel personnage, puis à tel personnage, qu'il fasse ça, puis ça, puis ça, c'est clair que là les joueurs vont, enfin, à moins d'un hasard monstrueux, les joueurs vont se rendre compte que le MJ essaye de les rediriger tout le temps. Par contre, si les événements prévus, c'est juste premier événement, par exemple, les joueurs arrivent dans tel village. Ça déjà, on peut l'imposer en tant qu'MJ parce qu'il faut toujours un point de départ d'un scénario. C'est rien d'exceptionnel. Ils sont dans ce village et puis dans ce village, il y a, mettons, 3 petits vieux et 2 enfants qui ont disparu. Et parmi les joueurs, je sais qu'il y a un policier. Du coup, ils vont enquêter. Donc ça, typiquement, je peux me baser là-dessus en tant qu'MJ. Et ça semble logique que les joueurs enquêtent. J'aurais pas à les guider. Ça va être leur rôle dans la partie. Ça va être quelque chose comme ça qui va directement motiver le scénario. Et ensuite, je peux partir du principe qu'ayant enquêté, ils vont arriver chez le tueur. Parce que, a priori, c'est une scène qui devrait arriver s'ils enquêtent. Et que du coup, là-bas, j'aurai ma deuxième phase qui va être plus survival horror. Parce que le gars a une tronçonneuse, il va leur sauter dessus. Ouais, voilà. Donc, en tant qu'MJ, ce que j'ai préparé, c'est juste des événements qui sont à quasiment certains d'avoir lieu en raison des motivations des joueurs. Et puis voilà. En fait, moi, c'est ce que j'essaye toujours de prévoir, c'est pourquoi les joueurs vont faire ça dans mon scénario. Je vais jamais partir du principe, j'ai un super scénario, je vais le faire jouer. C'est plutôt, j'ai une super idée. Maintenant, il faut à tout prix que mes joueurs aient une motivation pour le faire. C'est-à-dire que leur personnage colle. Donc à ce moment-là, je peux faire des pré-tirés. Ça peut être que je tourne le scénario autour de leur personnage. Donc du coup, je vais regarder leur personnage, regarder quels sont leurs amis, leur famille, leur métier, etc. et tourner ça autour. Et du coup, l'illusionnisme en soi est complètement utilisable tant que on tient compte de ce que les joueurs vont faire de façon a priori logique. Alors, il y a une autre... alors, tu vas me dire, justement, Adrien, si ça correspond à ce que tu nous racontais à l'instant, il y a une autre manière de faire de l'illusionnisme, c'est celle qu'on appelle le participationnisme, qui est un illusionnisme faible. Le participationnisme, en gros, c'est l'idée que... Alors, l'histoire est écrite, mais les joueurs vont pouvoir apporter au sein de cette histoire des reliefs, des choses un petit peu différentes, comme le nom des principaux protagonistes. C'est eux, ça vient d'eux, etc. Ils participent à l'histoire, mais
sans pour autant, ils jouent au mieux les scènes qu'on leur demande de jouer, mais la façon dont ils les jouent n'a de toute façon aucun impact sur la suite des événements. Alors on compare là dans l'article du PTG-PTB cela à une petite fille qui est assise sur les jambes sur les genoux de son grand-père. Son grand-père commence à lui raconter une histoire et elle dit c'est l'histoire d'une princesse. Et la petite fille ajoute oui, elle s'appelait Alicia. Oui, l'histoire de la princesse Alicia. Et le grand-père raconte son histoire en prenant en compte ce que la petite fille ajoute. Elle avait une robe rose, hein, papy. Et la princesse Alicia avait une robe rose, etc., etc. Donc voilà un peu l'idée, quoi. Il fait drôlement bien le vieux. Ouais, Ça j'ai envie fait de savoir. peur, un vieux. J'ai envie de savoir la suite, mais T'as envie de savoir la suite de l'histoire C'est- d'Alicia C'est vrai qu'en pratique, je fais beaucoup ça. C'est-à-dire que je vais avoir quelques noms de PNJ près, mais ça va être genre le maire du village, le tueur, et encore, c'est pas dit parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir le syndrome des joueurs qui disent tiens, ce personnage a un nom, donc il est important. Donc très souvent, mes personnages n'ont pas de nom. Et quand ils arrivent face au PJ, les PJ vont se présenter et puis je leur dire écoutez, j'ai pas prévu de nom, donc c'est à vous de me dire comment il s'appelle. Mais moi, c'est plus une méthode de MJ pour pas que les joueurs sachent ou ne sachent pas quels sont les personnages importants dans l'histoire, Ouais, plutôt qu'une technique pour les faire participer vraiment. d'accord. En soi, je pourrais avoir fixé tous les prénoms à l'avance. Je pense, c'est pas, en termes de marge de manœuvre de joueurs, c'est quand même tout petit au final. Moi, ce que je préfère faire, c'est qu'ils résolvent leur enquête dans le sens où ils veulent. Je vais pas prévoir exactement la manière dont se doit se passer l'enquête. Ouais. Mais, je suis désolé, justement, mais choisir le nom des personnages, c'est un peu léger comme. Non, mais bon, par exemple, tu vas pouvoir choisir ce qui se dit à la taverne, dans la scène de la taverne. Alors que de toute façon, à la fin, ça se terminera en baston et que tu découvriras que machin t'a volé un équipement que t'avais sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Les événements Ouais. principaux de l'histoire, tu les contrôles pas dans le participationnisme. Ah bah alors non, moi Tu c'est pas du tout contrôles- ça que je fais dans ce Tu cas-là. contrôles les vides. En fait, si tu veux, tu contrôles, tu colories les. Alors, T'as une page blanche avec un honnêtement- dessin et c'est toi qui colorie de la couleur que tu veux. Mais Alors, au final, c'est pas toi qui fais le dessin. Honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment ça le participationnisme. À mon avis, le Alors, vas-y. participationnisme, Explique-moi. c'est le joueur est conscient qu'il va jouer un scénario et que du coup, il va devoir suivre le fil qu'a prévu le MJ. Alors non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit pionnier dans la Ah, théorie. c'est celle de la d'après, réponse. je crois. C'est celle d'après. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit pionnier, c'est quoi? L'idée, c'est tu as. J'entends un téléphone qui sonne. C'est le tien, Romaric. D'accord, ok. Bon, Bon, peu qui importe. sonne, j'en ai rien à foutre. Donc, l'esprit pionnier, c'est quoi? C'est le fait que le meneur de jeu a prévu des indices qui mènent irrémédiablement à certaines scènes. Et lorsque les joueurs les trouvent, ils sont comme donc l'esprit pionnier, le scénario, si tu veux, esprit pionnier, est extrêmement linéaire. Ouais. Et tu vas, bon, d'abord vous allez aller dans la maison des Harrington, ensuite vous allez dans le manoir des Ravenswood, ensuite vous allez faire une sauvegarde sur la péniche, ensuite vous vous dirigerez, etc. T'as les 4 éléments qui sont, dans le manoir des Ellington, tu vas trouver un indice qui t'emmène irrémédiablement vers le manoir des Ravenswood. Dans le manoir des Ravenswood, tu vas trouver un élément qui va t'obliger à prendre la péniche qui va t'emmener au point de sauvegarde, etc., etc. c'est une sorte de jeu de piste sans que tu saches que c'est un jeu de piste. Exactement. Mais je, Et même il pour- dit je suis dans- désolé, mais les trois solutions, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'illusionnisme, Alors, tu dois tout faire pour que ce même jeu de piste, les joueurs aient l'impression que ce soit naturel. Dans la deuxième version, pour moi, la seule chose, c'est que les joueurs auront des marges de manœuvre, mais non pas en imposant des choses importantes dans le scénario, typiquement quels indices ils trouvent, mais plutôt la manière dont ils s'y prennent. C'est-à-dire qu'en tant qu'MJ, tu auras prévu l'indice est dans le bateau. L'indice c'est par exemple une feuille un document. Les joueurs savent que c'est un document à récupérer dans la péniche. Ouais. Et ensuite, les joueurs vont dire, ils vont décider s'ils y vont en blablatant les gens pendant que quelqu'un rentre pour voler le truc. Est-ce qu'ils tuent tout le monde d'abord pour aller voler le truc? Et c'est ça, pour moi, la marge de manœuvre des joueurs dans ce cas-là. Où est le beurre au caramel le beurre, s'il vous plaît? Je crois je crois qu'on il a est pas dans le pris. frigo. Bon, je vais le chercher. Est-ce que en allant chercher le beurre, tu pourrais aussi ramener mon portable pour que je vois qui m'a appelé? Pas de souci. Il doit être dans la poche de mon manteau, je crois. Et donc, du coup, dans le troisième cas, dans l'esprit pionnier, c'est ça? Ouais. Non, l'esprit pionnier, il y a aussi l'idée que on réussit le scénar. Ça a l'air dur, Oui, alors- l'esprit pionnier à dire. Dans l'esprit pionnier, pour moi, en tant qu'MJ, je le présenterai en disant, je pense que j'imposerai une couleur très forte pour que les solutions soient guidées par cette thématique.
Par exemple, ça veut dire que j'aurais prévu que s'ils doivent aller voler un document dans un château, ça sera seulement en l'attaquant avec leur armée. Et donc du coup, il faudra que je fasse tout, que j'explique tout pour que ce soit clair que ce soit l'armée qui soit utilisable. Alors juste pour dire un point, Adrien, c'est que tu sais ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les trois soient finalement assez peu faciles à distinguer. Ron Edwards l'admet lui-même. Mais oui, Il dit, voilà, ce sont des solutions qui à chaque fois sont bancales et non fonctionnelles pour répondre justement à ce fameux problème du truc impossible avant le petit-déj. Bien sûr. Mais en fait, moi, si tu disais ça, c'était pour te contredire, parce que tu disais que le participationnisme, c'était de laisser aux joueurs des grandes marges de manœuvre, comme par exemple décider quels indices y trouver, qui était le nom des méchants. J'ai dit ça, moi. Ah ouais, ça sonnait comme ça, ouais. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah non, justement. D'accord, ok. Non, c'est pas c'est que tu trouves c'est la manière dont tu trouves tel indice important. D'accord, ok. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ah non. Donc on est bien sur la même longueur d'onde, tout va bien. C'est bizarre ça. Et donc voilà, un blanc. Donc profitons-en pour se servir du thé. Moi, je vais prendre un peu de beurre salé parce que c'est exprès pour ça que je viens en Bretagne. Non, je plaisante. Caramel. Ok. Et beurre salé. est-ce que suite à ces trois propositions, il en fait une. Alors oui, d'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur l'esprit pionnier parce que je suis pas sûr d'avoir saisi. D'accord. Enfin, on revient sur l'esprit pionnier un petit Ouais. peu, avant de partir De dans la continuer, suite. Ouais. Alors l'esprit pionnier. Alors, L'esprit qu'est-ce que t'as pas pionnier, compris c'est comme se servir du pain au petit déjeuner. En fait, l'esprit pionnier, j'arrive pas à voir la différence avec l'illusionnisme. Parce que est-ce qu'en tant qu'MJ, tu vas dire clairement aux joueurs, voilà, la seule solution de faire ça, c'est de faire ça. Allez-y, c'est parti. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, ça me semble un peu bizarre. Alors, parce que du coup, c'est plus un jeu de société, c'est un jeu. Enfin, c'est plus Après, un si jeu t'as de rôle, c'est prévu jeu un de bac société. à sable autour, Natacha. peut-être que une fois qu'ils ont trouvé l'indice sur la péniche, ils vont se dire bah non, on va aller à la boulangerie plutôt au lieu d'aller au manoir. Enfin, j'ai pas compris l'ordre, mais c'est pas grave. Ah, Et du coup, ils vont aller à la boulangerie, ils vont acheter du pain. Voilà, vous aurez joué dans le bac à sable, mais à un moment donné, ils vont se retrouver bloqués et aller au Obligé manoir. d'aller à un endroit. Je Est-ce me que- demande si est-ce Sens que- c'est pas de l'esprit pionnier justement. est-ce que ouais, peut-être un petit peu. Je me disais, est-ce que l'esprit pionnier, c'est pas C'est curieux un d'ailleurs scénario- comme dénomination. un Pourquoi il scénario- appelle ça l'esprit pionnier. un scénario où on explique aux joueurs clairement, votre objectif c'est de résoudre le scénario. Il va y avoir plein de trucs, vous pourrez faire des trucs à côté, mais globalement, j'attends de vous que vous fonciez résoudre le scénario. Peut-être qu'il Et parle du de coup, c'est l'esprit cette pionnier franchise. pour la recherche de l'or. Tu vois, t'es obligé de monter la grande montagne qui mène dans le, je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où Picsou va chercher des pépites, quoi. Et puis, mais quand il va être à cet endroit-là, c'est Klondike. le Klondike, voilà. Donc t'es obligé de monter la grande montagne qui mène au Klondike. Donc là, c'est un passage obligé. Après, tu trouves tout seul ton endroit où tu vas trouver des pépites d'or. Mais il va quand même y avoir 2-3 passages obligés, genre quelqu'un va essayer de te voler tes pépites ou ce genre de choses, quoi. Alors, dans un jeu d'esprit pionnier, dit l'article, là j'ai trouvé le maître a créé le maître a créé un Retour scénario de maître. qui est en général très linéaire et il y a placé pour les joueurs des indices à suivre pour atteindre la fin qu'ils désirent. Donc en fait, il a placé des comme le petit pousset quoi, qui aurait réparti des petites miettes de pain dans la forêt pour que les joueurs aillent à l'endroit où il veut. Ainsi, il a le contrôle complet de l'histoire parce qu'il l'a créée et a décidé comment elle devrait se terminer. Ah oui, d'accord. Mais c'est quoi la différence du coup avec l'illusionnisme? L'illusionnisme, c'est la même chose, mais juste, ils disent, dans l'article, il est dit en plus que le MJ fait tout pour que les joueurs fassent ça. Alors, cependant, une fois que le jeu commence, il se limite à révéler les informations de son scénario et à juger les résultats des actions des personnages joueurs. Les joueurs sont libres de faire tout ce qu'ils souhaitent. Ils ont été prévenus et ont accepté souvent implicitement de suivre les indices et de tenter d'atteindre la fin du D'accord, scénario. Donc c'est bien ce Donc, que en je fait, disais. c'est ça. C'est une annonce C'est au début, vous êtes là Voilà. pour jouer le scénario. Voilà. Bah tiens, c'est ce qu'on a fait l'autre jour avec David et Alexia quand on a joué Ouais, avec Toulouse. complètement, ouais. On leur a dit bah voilà, Toulouse c'est un jeu d'enquête, donc faut évidemment si vous commencez dès le départ à avoir les boules et à Ouais, sortir c'est ça. de la maison. Si Et, ça commence dès le début par oh vous avez hérité d'une maison hantée et que vous dites ouais non mais je vais pas y aller parce que franchement une maison hantée ça craint quoi, je vais plutôt la revendre direct et m'acheter un joli Voilà, manoir c'est ça. quelque part. c'est ça. Ouais. Mais non, réfléchis un peu, garde ta maison hantée et va y passer la nuit. C'est ça voilà. et vas-y avec ta femme, tes 2 enfants et ton notaire, Voilà, ça fera et- plus de joueurs. Et éteins les lumières, surtout quand tu vas visiter une pièce, vas-y tout seul et Surtout la cave. Mais c'est pas si dangereux que ça, t'inquiète pas. Ok, Donc, après donc là l'esprit voilà je sais. pionnier. Oh là là. Oh là là. Premier thé Du renversé thé. par terre. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il nous faudrait une serviette. Il y a peut-être des mouchoirs à côté de toi sinon. Ok, c'est bon. Et donc du coup, ensuite, après ces 3 méthodes dysfonctionnelles, est-ce qu'il propose quelque chose de fonctionnel? Est-ce qu'il
Est-ce qu'il part dans du blabla inutile pendant 30 pages? À la 4e approche de jeu, il appelle la technique du jeu de basse. Tu l'écris comment? Jeu de basse comme un bassiste dans D'accord. un groupe de musique. Et d'ailleurs, c'est en référence au rôle du bassiste dans un Effectivement, groupe de jazz. En fait. Le bassiste, c'est celui que quand il est là, on l'entend pas, mais quand il est pas là, on l'entend. Exactement, ouais. C'est celui qui donne le rythme, qui donne la force à la musique. Mais Dans la quand- Bible, il y a Jean le bassiste aussi, je crois. En tout cas, c'est celui qui donne la mesure, qui fixe l'ambiance, etc., etc. Qui va, dans un groupe de jazz, choisir sur quel rythme l'on joue. Ok. Ok, la métaphore me va bien. Maintenant, des exemples. Eh bien, dans ce type, déjà, il faut comprendre que dans ce type de partie, le meneur contrôle l'histoire dans le sens où il crée le monde et la situation et décide ainsi de quoi parle l'histoire, où elle commence, mais il ne contrôle pas sa fin ou comment elle atteint sa fin, car cela dépend entièrement des choix effectués par les joueurs par le biais de leur personnage. Ok. Et là, il me Là, je m'y semble reconnais là. qu'on est en train de reconnaître des méthodes de jeu qu'on a ici autour Ouais, de cette table. Effectivement, ouais. Flavie nous en parlait tout à l'heure. Il me semble que c'est exactement comme ça que tu Tout à fait joues. comme ça que je joue, ouais. Dans un précédent podcast, il me semble, Flavie, que tu parlais enfin, tu en as parlé plusieurs fois de la méthode Yann Sully. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la méthode Yann Sully, qui est exactement celle-ci? Voilà, excusez-moi, j'avalais. Du Queen Yaman? Non, merci. Non. En fait, la méthode Yann Sully, c'est simple. C'est au début, Tout après. on crée nos personnages. D'ailleurs, on met beaucoup de temps à les créer. Et parce que il veut qu'il y ait beaucoup d'histoires, que chacun puisse faire des choses pendant son scénario. Et en fait, il a un bac à sable qui est prévu. Et évidemment, dans le bac à sable, on va tous avoir des liens ou des choses qui vont se passer avec les personnages du bac à sable. Genre, un tel va se révéler être ton père, Luc, ou on va te voler le truc que t'es obligé de garder, il y a un truc, parce qu'on joue à Agone. Donc, Ouais. et donc on va te voler la petite corde en argent qui te donnait tes points en plus, et si tu l'as pas, eh ben tu deviens désorienté ou ce genre de choses. Voilà. Et Et du coup, tu vas être obligé d'aller. Tu vas tirer sur la corde des PJ et de ce qu'ils ont créé pour créer de l'histoire. Voilà. En Et gros ils c'est vont aussi le être système obligés. de démiurge, par exemple. Ouais. Et Absolument. en fait, il appelait ça le principe catalyseur. Sauf que dans le système de démiurge, pardon, je t'interromps 30 secondes, ma chérie. Dans le système de démiurge, il y a un problème, c'est que, enfin, il n'y a pas un problème justement, c'est qu'en plus, tu dois donner des dilemmes à tes joueurs. D'accord. Alors que dans le système Yann Sully, c'est juste, Tu prends plein la gueule. Ouais. voilà, tu Il tires. appelait ça le principe catalyseur, c'est-à-dire que il faisait une couille à un PJ, voire à plusieurs Et ça PJ. lance tout. Et en fait, les PJ n'ont d'autre choix que d'aller pour récupérer ce qu'on leur a volé, ou pour tiens, celui-là je le cherche, c'est dans mon histoire, c'est lui dont je veux me venger, etc. Et donc il y a un ou deux PJ de la table qui vont y aller, et les autres vont être obligés, parce qu'ils créent aussi beaucoup d'histoires autour de la table. Et les autres, ils vont pas laisser leur pote aller crever, quoi. Il faut aller le sauver. Et donc on y va. Et donc à chaque fois, il choisissait un catalyseur dans la table. Et du coup, D'accord. on y allait, et à chaque fois, en fait, il sait pas comment va se terminer l'histoire. Et puis, ouais, Et du coup, en fait, il regarde ce qui se passe. voilà, il me semble qu'il y a un truc essentiel dans cette technique, c'est que le MJ est en position de regarder ses joueurs Il est en jouer. réaction, en fait, je pense. Oui, exactement. Ouais, exactement. Il Ouais, donne- il il est en donne- il réaction. donne- il donne un petit pitch. Je dirais de même- départ, et Je ensuite, dirais il est en même pas. réaction. Moi, je trouve qu'il est en position, par exemple, Yann Sully, quand on joue, il est en position de spectateur. Il nous regarde jouer Ouais. et il a le contrôle, exactement comme tu le définissais au début, Adrien, en disant, nous, on a le contrôle des personnages, lui, il a le contrôle du reste. Il nous regarde jouer tant qu'il est, de temps en temps, par un phénomène de bang, en fait, ce qu'on appelle un phénomène, enfin, ce que Ron Edwards appelle le bang, c'est-à-dire une révélation qui va faire rebondir l'histoire, va faire repartir les PJ dans de nouvelles Mhm. aventures. Il relance l'histoire, mais Mais c'était c'était un MJ qui pouvait ne rien dire pendant 1 heure. voilà, D'accord. très spécial. Moi, j'adore. C'est Ouais, moi, c'est comme ça que je Bah, maîtrise Voilà, c'est la maintenant. méthode dont Alors, Flavie moi, s'inspire pour moi, maîtriser. ça me semble difficile parce que dans un scénario, en général, les personnages des joueurs vont quand même être amenés à discuter avec des personnages non joueurs. Et du coup, enfin, le MJ a forcément beaucoup de temps de jeu, ne serait-ce que parce qu'il joue les PNJ. Mm. Oui, mais surtout, comme il fait beaucoup d'histoires autour de la table, il y a toute une période du scénario où il a généralement pas Ouais, parce à que c'est réagir. les joueurs Ouais, alors, créent eux-mêmes. Mais ça va dépendre beaucoup des joueurs.
parce que je sais que vous avez l'air d'être un groupe de joueurs qui est surtrippé d'avoir des histoires entre vous et de juste de faire parler vos personnages. Mais le problème c'est que c'est pas du tout le début, cas de tous les joueurs. Hein. Ah bon? Mais Il y a des joueurs qui Yann, aiment bien il le jouer disait. au jeu de rôle pour l'histoire qu'on va leur raconter et pour justement avoir cette confrontation avec le MJ. Et c'est pas spécialement, enfin ils vont discuter un peu avec les joueurs autour, mais c'est pas le cœur de leur envie. En plus, est-ce que c'est pas un réflexe qu'ils vont avoir justement de se tourner vers le MJ comme support, comme quand ils savent pas quoi faire, hop, on se retourne vers le MJ et. Dans ce cas-là, Est-ce Yann disait qu'ils rien. vont vraiment avoir autant d'autonomie que ça Dans ces cas-là, Yann disait rien. Ouais. Yann, il disait non, vous avez 2 jours. Il nous disait non, mais là, débrouillez-vous. Et en fait, au bout d'un moment, de temps en temps, il réagissait à certaines choses qu'on faisait. Je pense que ouais. Mais en fait, il voulait pas réagir tant qu'on n'avait pas défini, par exemple, ce qu'on allait faire avec le groupe. Ouais, bien sûr. Mais Ou, ça, tu vois, c'est ou, ok. moi, je me rappelle de soirées entières où Yann, il disait quasiment rien. Et sur le coup, c'est quand même nous on orientait à fond l'histoire parce que parfois, on allait dans des zones, tu sais, ça fait un peu comme dans un jeu vidéo, il y a des trucs qui pop. Et parfois, il y a des loadings, tu sais. Et là, parfois, on allait dans des zones et on voyait qu'il n'avait pas prévu ça. Et donc, du coup, il lui arrivait parfois d'arrêter le scénar et de dire, là, les gars, à partir de là, je peux pas continuer parce que, il faut que, du coup, vous m'obligez à prévoir, à imaginer les scènes et tout. Donc, on va s'arrêter là ce soir et puis la prochaine Mais fois. son on bac à viendra. sable est prévu. Moi, je me rappelle très bien, très bien même. Il avait quelques Un personnages. soir, mais en fait, il prévoyait des personnages, mais il prévoyait aussi plein de petites fiches en partie vierges. C'est-à-dire qu'il prévoyait des gens normaux dans lesquels il laissait en fait des choses de libre qu'il allait pouvoir rajouter au dernier moment. Comme ça, il allait pouvoir créer des personnages au dernier moment en fait. Genre t'as les caracs entre guillemets de base et puis t'as 2-3 trucs que tu peux rajouter où il prévoyait 2-3 tons, il prévoyait 2-3 soldats et à côté de ça il prévoyait aussi des passages dans son background où il savait que si à telle heure on allait à tel endroit on allait se faire défoncer. Mais ça il avait décidé que puisque c'était nous qui le faisions Et voilà quoi. ça, c'est vraiment, ça rentre typiquement dans le jeu de basse. Mais vraiment, là, on est en plein dedans. Là, par exemple, je continue l'article, il dit l'histoire sera aussi une grande surprise pour celui qui est en train de la mener, puisque dans le jeu de basse, même s'il a le contrôle des décors et globalement de l'ambiance, etc., vu que tout est libre et interactif, il sait pas où les joueurs vont l'emmener, et donc du coup, le meneur de jeu va également pouvoir être surpris. Alors moi, vraiment, la technique du jeu de basse, c'est la technique, nous en tout cas ici, c'est notre technique, c'est moi, comme ça qu'on a j'adore. toujours joué. Puis au moins quand t'es MJ moi le problème des autres Et techniques Picatoulou c'est me disait aussi ouais. qu'il jouait pareil. Je trouve que le problème des autres techniques, c'est que des fois, soit toi tu t'embêtes parce que t'as déjà tout prévu et puis du coup tes joueurs s'embêtent aussi, soit des fois il y a même que le MJ qui va vraiment se marrer. Oui. Ouais, alors là, par exemple, si tu prends l'esprit pionnier avec lequel on joue à Cthulhu, par exemple, qui est là, notre par méthode contre, de jeu à ouais, Cthulhu, on se marre tous quand même. Oui, Mais- parce qu'on a prévu au début comment on allait jouer. Et puis aussi parce que on se moque nous-mêmes de l'esprit pionnier. C'est-à-dire que au cours du jeu, on fait du méta-jeu. En fait, ce qui nous fait rire, c'est le méta-jeu, si j'ose dire. C'est mon Dieu, je me demande, Ouais. je devrais peut-être Je aller devrais chercher de peut-être l'eau aller à la cave. C'est exactement ça. Oh, j'ai trouvé quelque chose d'un peu étrange qui semble dégouliner de sang. Je vais le prendre dans ma poche. Ce que j'adore, c'est surtout quand quelqu'un lit un livre et qu'il fait perdre des points de SAN et que pour pourrir les autres joueurs, les persos se le refilent entre eux. Tiens, lis ce livre ce soir. C'est trop bien. C'est génial. Si, tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de Tu vas choses. apprendre plein de trucs, tu vas voir, ce sera super. Et voilà. Ou alors, ce qui est énorme, c'est quand tu sais, tu leur fais perdre des points de SAN aussi parce qu'ils voient un monstre. Et que du coup, le joueur fait... Ah, tu devrais venir voir ça. C'est ça. C'est bien. Donc, voilà. Donc, Ah ouais, d'accord. Ouais, non, là, c'est, ouais. Non, mais Ouais, nous, c'est on ça, se pourrit ouais. avec Non, mais Cthulhu, nous, mais c'est on- drôle. Là, trop c'est drôle. du ludisme que vous faites oui, sur Cthulhu. voilà. Hein. Enfin, c'est Même pas pas du du ludisme, c'est qu'on prend ludisme, pas le jeu au c'est qu'on sérieux. s'en En fait, fout. on prend pas le jeu au En sérieux. fait, à chaque fois qu'on joue à Cthulhu, on dit on s'en fout, c'est Cthulhu. Voilà. C'est Cédric qui a sorti ça la Ouais. première fois. T'es là On s'en pour fout, te- c'est Cthulhu. T'es là pour te pourrir, pour pousser le jeu au max, pour tester. J'ai découvert un truc pour faire revenir des cadavres à la vie. On va tester. Enfin, dans la réalité, tu le fais pas. Enfin, Ouais. Alors, je voudrais revenir au jeu de basse aussi, parce que avant qu'on perde Natacha, on s'est tout fait avec la croissance. J'avais les monter de travers. J'aimerais revenir un peu sur le jeu de basse aussi pour dire que généralement, les personnes qui utilisent la musique
au cours de leur partie, ce sont généralement des maîtres de jeu de basse. Parce que pour avoir envie de triper sur la musique et dire par exemple que la musique influence les scènes que l'on joue, par exemple tu mets une musique triste, tu sais que bah voilà tu emmènes tes personnages dans... C'est aussi une technique Moi, de c'est bassiste. comme ça, parce que je disais au début que j'avais commencé, j'étais illusionniste, puis qu'au fur et à mesure, j'ai obligé de développer d'autres choses. Et un des premiers trucs qui m'a aidé à tenir des trucs de jeu de basse, c'est de la musique. J'avais chopé toutes les bandes son de Tsubasa Chronicle pour Anima. Et quand je voulais qu'il y ait une scène un peu rigolote, je mettais des trucs rigolos. Et ce qui est génial, c'est que du coup, la musique rigolote, et vous partiez en live. Quand je mettais des trucs un peu plus bizarres, vous partiez, enfin, c'est un bon moyen pour amener des ambiances. Alors, ouais, mais c'est pas Adrien, t'as pas l'air d'être d'accord. Non, je suis pas d'accord. Le jeu de basse, effectivement, la musique y est adaptée, mais c'est pas du tout le seul, hein. L'illusionnisme, ça marche complètement parce que t'as prévu tes scènes forcées. Du coup, la scène où l'empereur va mourir, ben tu peux directement mettre une musique tragique et moi, avec des violons larmoyants. Et pareil, hein, mais tout, dès que t'as des points de passage qui sont obligés, où t'as prévu qu'il y aurait tel indice à tel endroit ou tel événement à tel endroit, Je pourrais te prendre tu un peu peux de mettre la jus musique qui d'orange, est adaptée. Et ton D'ailleurs, verre, s'il te plaît, parce que j'ai pas de verre. D'ailleurs, moi, c'est grâce à un scénario comme ça où il y avait de la musique au point de passage obligatoire que j'ai complètement adhéré à utiliser de la musique pendant mes parties. Moi, je le vois comme un accompagnement de la description, en fait. Et c'est peut-être pas le même genre de musique qu'on utilise dans ces cas-là, parce que pour dans le jeu de basse, en fait, il faut une musique qui soit assez entraînante, mais en même temps qui soit assez effacée. Parce que du coup, tu vas devoir pouvoir la laisser. Par exemple, moi j'aime bien utiliser quand on va dans une ville animée, une musique d'Escaflowne. La musique de marché là. Ouais. Et parce que du coup, tu la mets vraiment en fond sonore. Tu la mets pas vraiment pas Les fort. musiques de jeux vidéo, en règle générale, sont des musiques de bassistes. Parce que dans le jeu vidéo, tu peux pas, enfin, nous, on utilise souvent des musiques de jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, tu peux pas scripter. Enfin, si, tu peux scripter, mais c'est pas évident, tu vois, parce que le joueur, il décide quand même de comment son personnage avance à l'intérieur de l'histoire. C'est une musique qui peut se répéter en boucle, donc c'est quand même très très pratique. Ouais. Sans trop choquer. Ouais. Donc voilà, c'était une réflexion comme ça au passage, parce que c'est marrant parce que bon, appeler cette technique la technique de jeu de basse, ça fait forcément penser à du coup ce qu'on a dit à la musique, donc c'est sympa. Alors dans la suite de l'article, il dit absolument en fait ce que tu as dit tout à l'heure, Adrien. C'est-à-dire que alors j'arrive pas à lire l'article en même temps que je fais le podcast, donc je vais le faire de mémoire. C'est pas grave, je vais me tromper probablement, mais il me semble que dans la suite de l'article, l'auteur explique que participationnisme et illusionnisme sont deux méthodes qui sont rigoureusement similaires, ou à peu de choses près similaires, sauf que il y en a une où on va un peu plus s'apercevoir de l'illusion que l'autre. Il y en a une où l'illusion est annoncée, je pense. Non, ça c'est l'esprit pionnier. Ah ouais. Où tu annonces vraiment que l'illusion est... Bah oui, parce que... D'accord. Et d'ailleurs, il dit que l'esprit pionnier, le participationnisme et l'illusionnisme est une seule et même chose, finalement. Oui, ouais. Quand on les analyse bien, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que en fait, les joueurs n'ont pas le contrôle de l'histoire réellement. Ils sont là uniquement pour y apporter du relief et une variété, mais qui est inopérante sur l'histoire. Elle n'a pas d'effet. Sauf que dans l'esprit pionnier, c'est fonctionnel, comme ils disent, c'est-à-dire que ça fonctionne, ça marche, parce que les joueurs sont au courant. Et donc, s'ils acceptent de rentrer dans ce jeu-là, c'est qu'ils sont là pour s'entendre raconter une belle histoire, qu'ils vont suivre allègrement, etc. Et donc, du coup, y a pas de souci. Ok, donc moi, ça c'est mon optique en tant que joueur, souvent dans ces jeux-là, par exemple. D'accord. Ouais. Je sais que je suis sur une campagne d'INS et clairement, quand j'y vais, je sais que je vais résoudre un scénario, qu'on aura plein de manières de faire certains trucs et qu'on va s'éclater, mais qu'on est là pour résoudre le scénario et pas pour faire des dialogues entre démons amoureux, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Donc en fait, ces trois premières parties sont similaires. Enfin, le participationnisme, enfin ces trois premières réponses, illusionnisme, participationnisme et l'esprit pionnier sont similaires, sauf que dans l'esprit pionnier, la démarche est clairement annoncée et donc les joueurs s'entendent quand même sur ce qui va se passer autour de la table. Ce qui fait que ça en fait quand même une démarche fonctionnelle dans la mesure où tout le monde va s'amuser à découvrir les indices. Et je pense qu'au final, même si on ne le dit pas, même si les MJ ne le disent pas, mais ils ne le savent pas, la plupart des gens jouent comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois un scénario du commerce où tout repose sur le fait que les joueurs vont aller voir le petit vieux qui mourra dans une ruelle pour leur donner la piste du début, ça part du principe que les joueurs vont le faire. Et du coup,
même moi j'ai eu ce problème-là parce que mes joueurs avaient pas forcément cette optique-là, mais je suis persuadé que la plupart des gens ont cette optique-là. Et moi je serais le premier à dire ah bah c'est la piste du scénario, on y va. Enfin récemment j'ai commencé une campagne de Capharnaüm où clairement je sais que voilà je suis là pour résoudre un scénario. Mon personnage est pas forcément tout le genre au mieux à l'endroit où il devrait être si on le jouait super roleplay, mais j'essaye toujours de trouver une justification sur le pourquoi il va continuer le scénario, pourquoi il est là. Et puis je trouve mon éclate de cette façon-là. Il y a aussi, Ouais, tu dis pas, tu me le dis même pas en fait que tu suis le scénario. Tu suis et puis tu. il y a aussi une démarche que les joueurs font parfois. Je sais pas si c'est arrivé à vos tables. C'est que les joueurs sentent qu'en fait l'histoire est contrôlée. Et donc ils vont chercher à faire dérailler l'histoire que le meneur de jeu a prévu. Nous, on a beaucoup fait ça ici. Alors ça arrive. Et notamment l'exemple du petit vieux que le joueur voulait pas aller voir. Il y avait de très fortes chances que ce soit pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un jeu avec le maître de jeu à se dire tiens je vais te pourrir ton scénar salopard. C'est un petit peu ça, ouais. Un petit peu ça. Donc ça c'est quelque chose je crois aussi même qu'il avait dit non on va pas aller le voir, il va nous donner une quête. Ouais, d'accord. Ouais, donc Et je pense que c'est important de parler des joueurs parce qu'il y a quand même, comme tu le disais tout à l'heure, Adrien, il y a quand même plusieurs types de joueurs, je pense. Et le jeu de basse suppose que quand même on ait plusieurs attentes. Ouais. Mais je pense que quand même dans le jeu de basse, il faut avoir des joueurs assez actifs parce que parce que sinon en fait ça marchera pas. Et je pense que l'illusionner, il y a certains joueurs qui des fois ont juste envie d'entendre une belle histoire et de lancer les dés. Et dans ces cas-là, l'illusionnisme, c'est parfait. Enfin, je sais qu'il y a des histoires où si je laisse un peu trop de marge de manœuvre à certains joueurs, ils sont déroutés parce qu'ils savent pas trop ce qu'on attend d'eux et. Donc c'est vraiment un type. Enfin, ça dépend vraiment. Ça va vraiment des attentes de joueurs. Ouais. Parce que moi, je sais que j'utilise beaucoup le bac à sable et tout ce dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi parce que on est des joueurs qui font plein de trucs, qui faisons plein de trucs en fait. Moi, je me souviens de scénar des crimes où je disais rien pendant 2 heures parce que je regardais faire de la merde dans un train. Mais genre, c'était une série quoi. Enfin, moi, j'avais rien à faire. Ouais. Mais il y a des joueurs qui font pas ça. Il y a Après, moi, je trouve que de la part d'un joueur, vouloir pourrir un scénario qu'on ressent comme illusionniste, c'est vraiment pas cool, quoi. Je trouve qu'il vaut mieux jouer le jeu et en te disant bon bah tant pis, je vais perdre 4 heures, j'aurais lancé des dés et voilà. Mais par contre, le dire après OMJ, pour le dire sur le moment. Ça, si tu veux, Natacha, c'est un problème de contrat social. C'est-à-dire que les joueurs, la plupart des maîtres de jeu, des joueurs et des gens qui jouent au jeu de rôle en règle générale, ne prennent pas le temps avant la partie d'établir ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire à quoi finalement, comment est-ce qu'on va s'amuser ce soir ? Qu'est-ce qui va guider ? Parce que si c'était le cas, il y aurait pas ce joueur qui te pourrit. Parce que du coup, tout le monde serait là. Bon ce soir, on joue à l'esprit pionnier, d'accord ? Donc du coup, tu vois, on utilise la méthode de l'esprit pionnier. Donc c'est pas la peine d'aller chercher à me pourrir la vie puisque de toute façon, t'as accepté de jouer à ça. Donc t'y joues, ou sinon tu quittes la table éventuellement. Mais tu vois, voilà. Et le problème c'est que comme les contrats sociaux ne sont pas établis, et ben du coup les gens se croient tout permis quoi. Et puis à chaque fois ils disent mais non c'est pas ça le jeu de rôle, c'est ça le jeu de rôle. Et à chaque fois chacun va ramener sa définition du jeu de rôle etc. parce qu'il n'y a pas de contrat social établi au départ. Je sais pas, Adrien, Natacha. Moi je voulais juste te dire comment. Enfin j'ai un autre problème impossible avant le petit déjeuner, c'est comment est-ce que tu fais un contrat social pour une partie illusionniste. Pour une partie illusionniste. Ouais. Mais tu peux pas le faire. D'accord. Justement, c'est ce que dit René Dors. Non, parce que l'esprit pionnier, tu peux le dire. Oui, non, mais justement, c'est la différence. Attends. D'accord. C'est la différence entre l'esprit pionnier et l'illusionnisme. L'illusionnisme n'annonce pas qu'il est une illusion. D'accord. Alors que l'esprit pionnier dit, bon, ce soir, je vous ai préparé un scénar de Cthulhu, vous allez voir, ça vous mènera à du n'importe quoi, tac, on y va. Et d'ailleurs, à la fin d'un esprit pionnier, en règle générale, les joueurs te posent la question, ils te demandent, d'ailleurs, Flavie, ça nous arrive très souvent à Cthulhu, ils te demandent, mais qu'est-ce qu'on devait faire là ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour faire ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc tu vois, c'est vrai. Oui, très souvent. Mais je comprends pas comment on aurait pu choper comment on aurait pu gagner le scénar. Et là, tu vois, tu dis en fait, il fallait passer par la cuisine, récupérer le flacon d'alcool qui était dans l'étagère et l'utiliser sur le boss de fin pour le brûler au 4e degré. Enfin, tu vas expliquer en fait. Donc, alors que l'illusionniste, c'est pas ça. L'illusionniste, c'est personne ne dit en fait qu'il y a une illusion. Ouais. Tout le monde s'emmerde. Du coup, moi, c'est sur ces parties-là. Tout le monde s'emmerde. Et le scénario que je t'ai fait jouer il y a quelques jours, ça se repose complètement sur ça. Non, parce que je vois pas pourquoi tu dis ça. En fait, l'absence de contrat social fait que mon scénario pouvait fonctionner. Ah oui, exact. Ouais, c'est vrai.
Donc je pense. Mais il y a des joueurs, il y a des joueurs à la table qui sont pas toujours éclatés au même moment. D'après ce que j'ai compris. Oui, alors. Bien sûr, en plus, je me suis trompé parce que j'ai dit tout le monde s'emmerde alors que c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est personne n'a le contrôle de l'histoire. Ouais. Voilà. Et dans ton scénario, on s'est pas emmerdé parce que ton scénario est tellement loufoque qu'on a rigolé du début jusqu'à la fin. Enfin, en tout cas, certains joueurs, pas tout le monde. Ça. Non, mais je sais bien. Ça marche pas sur tout le monde. Voilà. Ça, j'en suis bien conscient. Bon, en tout cas, je me suis bien marré parce que. Je découvrais ton esprit tordu et complètement dingue, et c'est ça qui me faisait rire. En fait, ce qui me faisait rire, c'était Adrien Cahuzac. C'était pas son scénario. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que et c'était pas ce qui me faisait rire. C'était pas non plus que j'avais le contrôle de l'histoire. Et il y a un truc aussi, Adrien, qu'il faut savoir sur cette partie, c'est que les autres, j'ai pas l'impression qu'ils se soient amusés autant que moi. Ouais, je sais bien. Et moi, tu m'avais raconté le scénar. Moi, en fait, je connaissais le contrat social. Mais pour l'avoir fait jouer à pas mal de gens, en général, ça arrive qu'il y ait des gens qui l'aiment pas, mais en général, ça plaît. Ça surprend. Ouais, ça surprend, donc mais ça plaît. Le plaisir dans ce scénario n'est pas, encore une fois, le plaisir, à mon avis, ce n'est pas, presque pas lié au jeu de rôle. C'est plutôt lié au compteur. Pour moi, c'est lié à la surprise. Oui, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le fait de jouer une histoire qui te fait prendre ton pied dans ton scénar. C'est le fait de t'entendre raconter une histoire complètement dingue. Et c'est ça qui fonctionne. C'est en fait ce qui va compter pour ce scénario, c'est les dons du conteur, vraiment. Okay. Et moins. Donc là, c'est un petit peu. Ok, c'est un mauvais exemple. Ouais, c'est un mauvais exemple parce que. Bon, mais ouais, je reste persuadé que l'illusionnisme est parfois la seule solution pour certains types de scénarios. Ah oui. Vas-y, raconte-moi. Ouais, j'ai pas d'exemple en tête à proprement parler, mais. Moi, j'en ai un. Vas-y. Par exemple, donc moi, le truc impossible avant le petit-déj, je l'ai découvert par le biais de Christophe Beuclet et de Frédéric Sintès et de Fabien Invine en allant sur Silent Drift. Et en fait, j'ai compris indirectement que moi, j'avais identifié ce problème dans toutes les parties de jeux de rôle que j'avais faites et que j'ai décidé d'en faire un jeu qui s'appelle Sens. Et en fait, le thème de Sens, c'est le truc impossible avant le petit-déj. C'est-à-dire de dire, moi, en tant que meneur, je contrôle votre histoire, je contrôle tout, et justement, le Sens, c'est un jeu qui parle de la façon dont les personnages des joueurs vont progressivement se libérer de l'influence de leur maître de jeu. D'accord. En fait, Sens, c'est assez proche finalement d'une démarche comme celle de My Life with Master. Ok. Qui est en fait, là aussi, My Life with Master tripe sur le fait que il y a un meneur de jeu qui est un tyran et que les joueurs jouent les esclaves du tyran. Vous entendez les joueurs. Génial. Voilà, le lien entre les joueurs et le meneur il y a du méta en fait. Adrien, t'as l'air de tiquer sur. J'ai tiqué sur Cadifly. Je suis pas trop fan moi du jeu. D'accord. Ok. Ouais, mais en tout cas, dit que tu l'achèterais sur le podcast. Non. Mais en tout cas, j'avais bien aimé l'ambiance, mais j'avais pas trop aimé la manière dont, le système, je sais pas. Mais moi je sais pas, j'ai joué avec Christophe qui jouait une petite fille tyrannique et Christophe qui joue une petite fille tyrannique, je sais pas. Il y a un truc, je kiffe. Mais donc voilà, tout ça pour dire que je pense que Sens et My Life with Master, par exemple, ce sont deux jeux qui ont identifié ce problème. Alors moi, j'avais pas mis ces mots là-dessus, si tu veux. J'avais pas du tout bien théorisé le truc, si tu veux. J'avais ressenti et du coup, je me suis dit tiens, on va faire un jeu là-dessus où finalement le méchant, c'est le meneur de jeu. D'accord. C'est ça, c'était ça l'idée, quoi. Et donc, du coup, ce qui fait que Sens est un jeu traditionnel, dysfonctionnel dans Sens Renaissance, et au fur et à mesure, en fait, parce que le contrat social commence à s'établir, etc., plus ça va, plus les joueurs ont de la liberté, plus ils découvrent l'histoire d'une façon différente et explorent le canon de manière différente. Et progressivement, on va dans le simulationnisme, en fait. T'as l'air de tiquer, Adrien. Alors, c'est sur le contrat social qui s'établit progressivement. Non, je suis désolé, à chaque changement de bouquin, le contrat social change. Ah oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Non, mais le problème, c'est que du coup, les joueurs qui adhèrent à ce que j'ai présenté au début peuvent se retrouver déroutés par ce que je propose ensuite. Ah oui, non, mais ça, alors oui. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va dérouter, c'est le changement de contrat social. Oui. Mais en aucun cas, la dysfonction du jeu. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que dans Sens Renaissance, il n'y a pas de contrat social. Sens Renaissance, on dit, bah voilà, c'est un jeu traditionnel. Dis donc, il y a un truc, il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit bizarre dans le casque. Trop bizarre. Il y a quelqu'un qui ronfle. Je sais pas. Qui s'est endormi. C'est le bébé, tu l'entends déjà ronfler. C'est une espèce de parasite étrange. Donc, on va peut-être aller. Ce que j'allais proposer, c'est qu'on aillera à la cave si ça me fait pas. Je pense que c'est un truc à la cave. Mais donc, je vais y aller tout seul. Vous me rejoignez dans 10 minutes si je suis pas revenu. La définition d'un contrat social. Je reviens dans 10 minutes.
c'est la définition du contrat social qui donne en fait les rôles à chacun et qui fait qu'un jeu de rôle puisse devenir un jeu de rôle. Parce que tant que tu n'as pas de contrat social qui distribue les rôles, comme une constitution qui dirait quels sont les droits et les devoirs de chaque citoyen, tant que tu n'as pas de contrat social dans le jeu de rôle, tu n'as pas de rôle. En fait, il y a que le MJ qui raconte une histoire et les joueurs qui se contentent d'y ajouter de la couleur, du relief, etc. Et c'est ça le message, du truc impossible avant le petit-déj, je pense. C'est de dire pas de jeu de rôle sans contrat social. Et voilà. Et là, c'est identifier en fait le problème, la raison du pourquoi est-ce qu'on s'ennuie en fait dans la plupart des parties de jeux de rôle. Parce que Ron Edwards est très sévère à l'encontre des parties classiques. Il dit une partie de jeu de rôle classique, c'est le fun éventuellement. On attend dans une partie de jeu de rôle classique le moment où on va avoir le fun éventuellement. Ouais, les 10 minutes par personnage où tu vas pouvoir briller vraiment... un peu. Moi, j'entends souvent ça sur les conventions, genre non, mais moi, parce qu'à chaque fois on me dit non, mais pas la peine de contrat social, et puis on dit non, mais moi je réserve toujours un moment à mon joueur où il va pouvoir s'amuser pendant le scénar. Waouh, t'as réservé un moment où tu vas pouvoir s'amuser ton joueur. Ah, c'est trop bien. Non, mais on devrait pouvoir s'amuser pendant toute la partie. Enfin. Il me semble que dans Sens, par exemple, il y a ce qu'on appelle un chapelet. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un espace de liberté. Et puis à un moment donné, le col va se resserrer. Et là, tu vas avoir un moment donné où tu vas avoir une cinématique déterminée qui va servir de bang à l'histoire. Et ensuite, hop, réouverture de la liberté des joueurs, etc., etc. Tu vois Oui, tout à fait. Donc du coup, on échappe à ce truc-là. En fait, dans ce sens, le problème, c'est, en fait, à un moment donné, tu vas avoir un script, quoi. Tu vas avoir une scène qui va durer 5 minutes, pendant laquelle tu pourras rien faire. En fait, c'est l'inverse de ce que je viens de raconter, en fait. Pendant toute une partie, c'est les joueurs qui vont être, qui vont se marrer et tout, et à un moment, va y avoir le bang, quoi. La scène du MJ. C'est dans ce sens, à un moment donné, le MJ, la scène du MJ, quoi. C'est tout. Et puis après, les joueurs, à nouveau, Mais c'est vrai que ce qui compte et ce qui va permettre en fait de rendre une partie fonctionnelle ou non, c'est le contrat social, qui va permettre de dire à partir du moment où tout le monde s'entend sur ce qu'on fait ce soir, comment on s'amuse, c'est ça la question. Eh bien, on est. Mais encore une fois, je pense qu'il faut quand même faire attention à ces joueurs, tout simplement, parce que tu pourras jamais faire du. Ah, ça y est, j'ai mon petit déjeuner qui me fait. Ah, ça y est, je commence à. Tu pourras jamais faire du joueur de basse, c'est ça? Du jeu de basse. Du jeu de basse avec des joueurs qui n'en ont pas envie. Il faut aussi se demander ce qu'ils veulent, quoi. Oui, il y avait un Mr. Prez nous expliquait qu'il avait besoin justement que l'univers soit géré par quelqu'un d'autre pour lui-même jouer son joueur à fond. Jouer son personnage à fond en profondeur, travailler son jeu, etc. Parce qu'il y a des gens, ils vont être contents de regarder le MJ faire son show. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis. Ok, c'est ce que je dis quand je dis que ce qui compte c'est le contrat social. C'est qu'on s'entende tous sur ce qu'on fait. Après tout, pourquoi pas l'illusionnisme? À partir du moment où tout le monde sait que c'est, tu vois. Tout le monde en a envie. Bon, l'illusionnisme, ça marche pas parce que tu sais qu'il n'y a pas d'illusion. Mais bon, le participationnisme. Ça va plus être une habitude, c'est-à-dire que tu sais que quand tu joues avec ce MJ, les scénarios vont toujours être comme ça. Il n'y a pas besoin de l'annoncer. Je dirais que l'illusionnisme avoué, c'est le participationnisme. Oui, on va tout dire simplement. Ça comme ça, ouais. C'est-à-dire que tu sais que l'esprit pionnier. J'ai encore du mal à voir exactement la nuance entre les deux, mais. Ouais, Mais bon, ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est pas tant les distinctions qu'il pose que les descriptions qu'il fait, de façon à ce que chacun dans son casque là aujourd'hui se reconnaisse et se dise ah oui, effectivement, il y a un problème au niveau de l'histoire là. J'ai pas le contrôle de l'histoire. Et alors, ça peut poser problème pour certains types de jeux. Et après, j'ai un ami qui, dès que tu parles de tous ces problèmes-là, il dit oui, moi je fais jouer mes scénarios comme ça, mais au final, c'est comme ça que je m'amuse. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Moi, je tripe jamais plus que dans les scénarios toboggan, comme l'appel de Cthulhu, l'Orient Express, où voilà, quoi, tu te prends des bangs et des révélations dans la gueule, et c'est cool aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien de se rendre compte de certains. Mais je pense que c'est bien aussi de jouer un peu à tout. Oui, oui, tout à fait. Enfin, je suis désolée, c'est pas du tout pour dire mais non, on est tous gentils, mais c'est bien d'avoir au moins fait une partie de chaque déjà pour savoir quel genre de jeu on aime. Et puis il y a des fois où ça peut être sympa de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi.
Bon, voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire. C'est ce qu'on oh là là. C'est tôt le matin. Ouais, c'est tôt le matin. Hein. Crache tout, on triera. Merci. Donc c'est ce qu'on pouvait vous dire sur le truc impossible avant le petit déj et donc qu'on a fait pendant le petit déjeuner. Le podcast était impossible à enregistrer avant le petit déj. Voilà, c'est ça. Il y avait pas moyen. Trop tôt, quoi. Donc voilà, podcast avant le petit déj sur le truc impossible avant le petit déj. Podcast effectué avec succès. On vous retrouve à la prochaine mission. Au revoir, à la semaine prochaine. Salut, mâchez bien. Que ce soit illusionné. Bon appétit, bonne journée. C'est ça qui compte, jouez bien. Ciao.